Bonjour à toutes et à tous. Je vais inviter les personnes qui participent à la table ronde à me rejoindre. Ouais. Alors, juste pour votre information, donc je suis Lamazer Lola et je présenterai, j'animerai cette table ronde et le débat qui suivra. J'interviens au titre d'ancienne jeune ambassadrice des droits pour l'égalité, donc la mission JAD qui a été évoquée par Madame la Défenseure. Donc, durant 9 mois, j'ai sensibilisé des jeunes de 16 à 25 ans sur les questions de discrimination, sur le principe d'égalité. Et depuis, je suis en master du coup à Sciences Po Toulouse, en master politique, discrimination et genre. Je vais maintenant vous présenter les personnes qui vont se situer autour de moi. Je vais commencer par Monsieur Higon. Stanislas Higon, bonjour. Vous êtes chargé de projet en ressources humaines au sein de l'entreprise Jiménez. Madame Nadège Carrel, bonjour, directrice générale de la mission locale Haute-Garonne. Nous avons Monsieur Régis Cortesero également qui sera présent et qui est docteur en sociologie, maître de conférences, chercheur indépendant et consultant, entre autres. Nous avons également Maëlie Bonnet qui nous parlera un peu plus d'elle, Simon Villaret et Roby Fordeau que nous excuserons, qui voulait témoigner mais qui ne sera pas présent pour des raisons sanitaires, tout comme Lucas Potier qui devait également se faire son porte-parole. Ainsi, nous allons visionner dans un premier temps le témoignage de Roby Fordeau qui tenait absolument à relater la discrimination ou le continuum dont on parlait et dont il a été victime. Et puis, je me ferai en quelque sorte la porte-parole de Roby. Voilà, bon visionnage. Vous pouvez vous asseoir. C'est surtout dans le côté professionnel et scolaire que ça m'a beaucoup marqué. Notamment quand j'étais au collège, quand on demande aux collégiens de choisir leur orientation. Je sais que dans ma classe, on était beaucoup de personnes d'origines différentes, que ce soit des Algériens, des Marocains, des personnes à couleur noire. Et bizarrement, ce genre de personnes-là, on ne les a absolument pas écoutées dans leur vœu en fait. Je voulais faire un bac général parce que je sentais que c'était là où j'étais le meilleur. En fait, j'avais des très bonnes notes. Quand je me mettais à travailler, je pouvais décrocher des 18, des 19 sur 20. Et même sans faire plus d'efforts que ça, j'avais des très bonnes notes. Mais le collège m'a dit que je ne m'en sortirais jamais dans ce genre de filière-là. Et que ce qu'il fallait, c'était un professionnel. Et bizarrement, les personnes-là, les personnes d'origine maghrébine et dans l'Afrique en général, on les a tous mis dans les mêmes genres de filières en fait, ce qu'on appelle les filières poubelles, donc des filières dont personne ne veut, mais qu'on met par défaut, soit quand on ne sait pas quoi faire, soit quand on veut se débarrasser de quelqu'un. Et j'arrivais quand même à avoir des bonnes notes, mais même avec ça, ma prof m'a carrément dit que je devais me déscolariser. Elle m'a pris après un cours, elle m'a dit oui, il faut que tu sois déscolarisé, il faut que tu arrêtes l'école, c'est pas fait pour toi. Va commencer à travailler, même si t'as pas de diplôme, va faire tout ce que tu peux faire quoi. Ça fait mal quand c'est tout le temps, quand ça dure toute la scolarité en fait. Quand ça dure tout le collège, quand pendant tout ton collège on te dit que tu n'es pas fait pour faire ce que tu veux faire, alors qu'au final on le voit très bien que c'est ça qu'il fallait, mais que les gens jugent parce que tu viens de citer, parce que t'es arabe, parce que t'es noir. Ma mère, surtout ma mère, parce que j'ai grandi avec elle, elle a pas arrêté d'aller voir les profs principales, les CPE, les profs principaux, pardon, les CPE, le directeur du collège, tout ça. Et ils ont dit, oui, non mais vous n'êtes pas professionnel, moi je suis un professionnel, je sais ce qui est mieux pour votre enfant, je sais dans quoi il sera heureux. La vidéo. Alors je vous propose une petite séquence analytique du témoignage de Roby qui n'est donc pas présent. Simplement, on avait envisagé des questions que je devais également poser à Lucas Potier qui devait être son porte-parole. Pour reprendre un peu ce qui vient d'être montré dans ce témoignage vidéo, Roby explique très bien dans son témoignage que des facteurs externes ont guidé son orientation. Par facteur externe, j'entends ce qui a déjà été précisé ultérieurement, c'est-à-dire les stéréotypes. Et il cite par exemple les origines ou encore le lieu de domicile comme élément de stigmatisation. Par élément de stigmatisation, j'entends l'infériorisation d'une personne à travers une caractéristique.
parmi donc les stéréotypes qui ont guidé l'orientation de la vie de Roby, il le dit très bien. Lui, son souhait, c'était de faire une seconde générale. Il en avait les capacités, il l'explique. Pourtant, je le cite, on lui disait qu'il n'allait pas réussir. On l'a forcé à aller vers une filière professionnelle, tandis que son objectif était une filière générale. En termes de stigmatisation, qui n'a pas été évoquée pour autant dans son témoignage, mais que j'ai trouvé très fort durant nos échanges, concernant d'ailleurs le fait qu'il ait été catégorisé et stéréotypé, stigmatisé comme un enfant de cité en vivant dans des quartiers prioritaires. On disait qu'il ne parlait pas français, qu'il vendait et consommait de la drogue. Et donc, sur la base de ces stéréotypes, les professeurs le traitaient différemment. Alors, je vous renvoie au rapport du Défenseur des droits de l'enfant de 2016 intitulé « L'égalité des droits dans et par l'école ». Ce rapport démontre très bien que les inégalités sociales et territoriales se traduisent dans les parcours scolaires et prennent une importance considérable, notamment au moment de l'orientation. C'est clairement ce que Roby nous fait part dans son témoignage. Le rapport met en lumière également qu'à niveau scolaire égal, les personnes issues de milieux sociaux plus favorisés vont être plus orientées vers des filières générales, tandis que les milieux défavorisés vont être plus facilement orientés vers des secondes professionnelles. On assiste en somme à une reproduction des inégalités sociales qui est induite par des représentations qui font partie de ce qu'on appelle le continuum de discrimination qui ont été cités juste avant et qui peuvent également être à l'œuvre dans des situations de discrimination. Ça relève encore une fois et ça révèle la dimension systémique des discriminations qui se ressentent d'ailleurs sur le marché du travail et dans la carrière. Quelque chose que je trouve assez intéressant, on parlait du défenseur des droits des enfants, tous ces paramètres vont jouer un rôle déterminant sur l'orientation et ça pose notamment question au regard du respect de la parole de l'enfant et de son droit à exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. Donc ce sont des droits qui sont garantis par la Convention internationale des droits de l'enfant et le défenseur des droits en est d'ailleurs le garant. Roby n'évoque pas non plus dans son témoignage les situations de discrimination qu'il a pu rencontrer. Je crois qu'on évoquait 18% dans la recherche d'un stage. Roby a lui-même été victime de discrimination supposée, c'est comme ça qu'il l'a ressenti en tout cas. Il posait simplement un CV. Et Roby a la particularité d'avoir les deux patronymes de ses parents. Donc un patronyme qu'on dira à connotation plutôt une présupposée origine française ou une nationalité française, tandis que l'autre patronyme est davantage une présupposée origine du coup stigmatisée. Et Roby, pour l'entretien, avait mentionné que le nom à connotation française, dirons-nous, il a été reçu et finalement après les employeurs qui l'avaient reçu ont bloqué son numéro et n'ont pas souhaité du coup reprendre contact avec lui. On y a vu sa carte d'identité. Voilà pour le cas de Roby, donc je ne vais pas m'étendre plus dessus parce que je ne devais pas être sa porte-parole et en tout cas on le remercie pour toutes les informations. Merci à la mission locale de la Haute-Garonne pour la vidéo qui a été très bien réalisée. Je vais me retourner maintenant vers Monsieur Cortesero. Monsieur Cortesero, bonjour. Vous êtes sociologue spécialisé sur les questions de discrimination, entre autres, et particulièrement en lien avec la jeunesse. Nous vous avons contacté pour vous proposer, pour que vous nous proposiez en tout cas une analyse sociologique des discriminations dans l'emploi. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène mis en évidence par le baromètre? Merci. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, j'ai travaillé sur la question des discriminations dans l'emploi. Et ce que je voulais dire pour commencer, c'est que il me semble que le baromètre qu'a publié le Défenseur des droits est un outil assez précieux parce que c'est la première fois qu'on a un peu une vue d'ensemble de la façon dont la question de la jeunesse et la question des discriminations interagissent entre elles. On n'avait que des vues partielles, on avait des travaux souvent avec des méthodologies biaisées. Bon, enfin, donc c'est vraiment un document d'une grande valeur et autant pour les spécialistes que pour le grand public. Alors oui, alors effectivement, mais donc je m'intéresse aux questions de discrimination dans l'emploi et plus particulièrement je m'intéresse au statut de la jeunesse comme critère de discrimination. Voilà, alors c'est pareil, c'est une question très peu documentée, d'où l'intérêt du baromètre. Et peut-être en rebondissant sur le témoignage de Roby, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il nous parle en gros de discrimination ethno-territoriale.
On voit des choses qu'on connaît bien. Effectivement, on ressent le poids des stéréotypes à l'œuvre dans les mécanismes d'orientation. On constate cette discrimination qu'on connaît bien, qu'on sait absolument massive. Je ne suis pas venu avec des chiffres, mais en fait, il faut quand même que tout le monde ait en tête que la discrimination raciale au travail est quelque chose de massif. Voilà, c'est pas résiduel. On en connaît aussi les mécanismes. On sait effectivement donc il y a le mécanisme du stéréotype. Il y a donc le stéréotype est assez insidieux parce qu'il n'est pas utile que la personne qui a un stéréotype veuille explicitement discriminer. Le stéréotype va faire le travail tout seul. Et les travaux sur les stéréotypes, par exemple, aux États-Unis, ont bien fait ressortir ce paradoxe qu'un certain nombre d'employeurs se sont retrouvés devant des tribunaux sans comprendre pourquoi ils étaient devant des tribunaux. Voilà. Parce que tout simplement, ils n'avaient absolument pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit. Et en fait, c'est les stéréotypes à l'œuvre, voilà. Et c'est la même mécanique qui fonctionne dans les problèmes d'orientation. C'est-à-dire, il y a des travaux microsociologiques sur comment ça marche. Qu'est-ce qui fait qu'au final, il y a des orientations plus défavorables des élèves non blancs, enfin voilà, avec un certain nombre de caractéristiques à niveau scolaire égal? La seule explication, c'est les stéréotypes. Et les attentes différentielles que les enseignants vont développer à partir de stéréotypes intériorisés dont eux-mêmes n'ont pas conscience. Voilà. Il y a évidemment tout ce qui relève de la discrimination assumée, idéologique, raciste, ethno-raciale, etc., etc. Et puis il y a tout un autre continent noir qui sont des discriminations qui ne sont pas, qui sont combattues, mais qui sont assumées pour des raisons instrumentales. Et donc qui vont relever de la discrimination indirecte, par exemple. Et là, par exemple, on a toute la question de la co-construction des discriminations, c'est des choses qui ont été pas mal observées notamment dans le domaine de l'insertion, auprès des intermédiaires de l'emploi. Alors, je sais qu'il y en a dans la salle, alors évidemment, je sais aussi qu'ils sont conscients de ça et qu'ils luttent explicitement pour éviter ça. Mais vous allez être tenté, par exemple, en anticipant le risque discriminatoire d'orienter votre client vers tel employeur, vous allez être tenté de ne pas le faire. Et du coup, voilà, co-construction des discriminations. Dans les pratiques de recrutement, c'est des choses qui se voient souvent, c'est-à-dire, je suis un chef d'équipe, je sais que mes équipes sont racistes. Je sais qu'elles le sont. Moi, je ne le suis pas, je réprouve complètement le racisme de mes équipes. Mais je fais quoi? Je fais quoi? Voilà. C'est pas si simple. Donc voilà, il y a aussi toute cette catégorie-là, sans parler évidemment des discriminations systémiques que vous avez évoquées, qui ont aussi ça de magique, c'est qu'il n'est pas utile que quiconque veuille discriminer pour que la discrimination advienne. Enfin, un très bel exemple, c'est les stations de métro à Paris. Est-ce que vous savez combien de stations de métro à Paris ont un aménagement d'accès pour personnes handicapées? 2. Pourquoi? Parce que personne n'y a pensé. C'est ça la discrimination systémique. La société est validiste, donc on n'y a pas pensé. On ne voyait pas où était le problème. Voilà. Alors en même temps, moi dans le témoignage de Roby, ce qui m'étonne aussi, c'est que la question de la jeunesse, la question de la jeunesse est absente. Or Roby est jeune. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment ça interagit tout ça. Et pour moi, le résultat le plus fondamental du baromètre, c'est de nous montrer que la jeunesse est un potentialisateur de discrimination. C'est un amplificateur. C'est-à-dire que les jeunes se sentent plus discriminés sur quasiment tous les critères que les non-jeunes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment expliquer ça? D'abord, ça veut dire que les discriminations sont d'emblée intersectionnelles, c'est-à-dire qu'on n'est pas discriminé sur un seul critère, on est discriminé toujours sur tous à la fois. C'est-à-dire qu'il y en a sur lesquels on n'est pas discriminé. Je veux dire, je suis vu comme un homme blanc de classe moyenne, hétérosexuel, tout ce que vous voudrez, je suis déjà engagé dans tous ces rapports sociaux-là. Voilà, ça nous définit tous, l'intersectionnalité. C'est pas un truc de minorité ultra précise, machin. Dans le cas des jeunes, la variable âge est toujours agissante. Et elle est toujours agissante en binôme avec une autre. Et c'est tellement vrai que le langage ordinaire est pollué par ça. C'est-à-dire que de quoi on parle quand on parle de jeunes? Par exemple, quand on parle du problème des jeunes, de la violence des jeunes, du problème d'insertion des jeunes, voilà. En général, on omet de dire de quels jeunes on parle.
Mais tout le monde comprend de quel jeune on parle. Voilà. C'est-à-dire que l'âge a... Ah, si j'étais pédant, je dirais qu'elle a une propriété métonymique. C'est-à-dire que c'est... mais comme je ne le suis pas, je ne le dis pas. C'est une partie qui permet de désigner un tout. Et ce qui prouve bien que l'âge est toujours articulé à autre chose. Voilà. Excusez-moi, je vais tourner une page. Alors pourquoi c'est si important, l'âge, dans les phénomènes de discrimination? Et aussi on va se demander pourquoi on n'en parle jamais, parce que officiellement les discriminations à raison de l'âge, ça n'existe pas. Hein. Je veux dire, juridiquement c'est quasiment pas combattu, c'est même le plus souvent légal, etc., etc. Je crois que l'hypothèse qu'on peut faire, c'est tout simplement que l'âge, c'est un critère de minorité. C'est-à-dire être jeune, c'est être un minoritaire, au même titre que être racisé, être considéré au travers de son genre, etc. etc. Et l'homonymie entre majorité légale et majorité sociale doit donner à réfléchir. Voilà. Elle n'est sans doute pas due au hasard. Certains en ont même conclu que la jeunesse, enfin la relation intergénérationnelle, était une des matrices fondamentales des rapports de domination, de la même manière que le rapport de genre. Alors, le rapport d'âge, c'est un rapport majoritaire-minoritaire qui donne lieu à un traitement défavorable. C'est-à-dire que celui qui est minoritaire est minoré. Il est en position d'infériorité. Quand on dit à quelqu'un moi je suis un adulte, quand on dit à un jeune moi je suis un adulte, qu'est-ce qu'on va lui dire en réalité? On va lui dire moi je suis raisonnable, moi je suis responsable, moi je suis mature, et c'est à ce titre que j'ai autorité sur toi. Voilà. Donc c'est une relation d'autorité, c'est une relation asymétrique, etc. Mais ce qu'elle a de particulier parmi les différents critères de discrimination, c'est que c'est une relation asymétrique considérée comme normale et juste. Et ça fait toute la différence. Il y a peut-être aussi une légitimation de ce rapport d'âge par rapport à l'expérience. Vous parlez du fait que c'était presque dans la loi inscrit de fait que le jeune Exactement. peut être discriminé. Ouais. Je peux peut-être vous laisser. Qu'est-ce qui fait que cette asymétrie et ce traitement défavorable, enfin je veux dire, on est dans un traitement différentiel défavorable, à raison de l'âge. Mais qu'est-ce qui fait que c'est considéré comme juste, etc. Essentiellement deux choses qui se rejoignent. Autour de la même idée qu'il y aurait une moindre aptitude associée à la jeunesse. Alors une moindre aptitude qui justifie des mesures de tutelle et de protection du point de vue du droit, d'où le fait que le droit est... En fait, il y a environ 280 seuils d'âge dans le droit français, dans la législation française, entre 18 et 30 ans, qui sont toujours des seuils dérogatoires au droit commun, en fait. Des seuils qui vous excluent du droit commun. Ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que la majorité légale en France n'est pas à 18 ans, mais à 30. Voilà. Bon. Et la plupart du temps, ces seuils sont justifiés par le législateur par un devoir de protection. Voilà. Par exemple, protéger les jeunes de l'assistanat en leur accordant pas le RMI. Voilà, il faut les protéger. Bon. Ou alors protéger les jeunes de la concurrence déloyale du marché du travail, si on les livre tels quels avec leurs inaptitudes au marché du travail tel qu'il est. Donc on leur réserve des dispositifs spécifiques et dérogatoires au droit du travail lui-même, parce que les emplois aidés sont dérogatoires au droit du travail. Et concernant le monde de l'entreprise, ce qui justifie en général le traitement différentiel, c'est alors pareil une présomption d'inaptitude, mais qui va être dite dans le langage du capital humain. C'est-à-dire que voilà, le capital humain, c'est ce capital de compétences que vous avez qui vous permet d'avoir une valeur sur le marché du travail. Donc effectivement, là, c'est toute la question de l'inexpérience. Si on les analyse un peu finement, ces deux postulats ne tiennent pas en réalité. Ne tiennent pas. Dans le droit, on se rend compte qu'énormément de dispositifs dérogatoires surexposent en réalité. Surexpose à la précarité, surexpose le cas des trajectoires de jeunes confiés à la protection de l'enfance, par exemple, on est un exemple assez effrayant.
Voilà. Le cas du RSA, etc. Et bon, moi je ne suis pas juriste, donc je ne rentre pas dans les débats, mais en tout cas pour un certain nombre de juristes, c'est des situations qui sont juridiquement extrêmement problématiques, c'est-à-dire les législations dérogatoires qu'ont la plupart des États à l'égard des jeunes n'ont pas la solidité juridique qu'on leur confère. Bon. Et dans le domaine de l'emploi, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que les jeunes sont mieux formés. Les nouveaux arrivants sont toujours mieux formés, quelles que soient les critiques légitimes qu'on peut faire à notre système scolaire. Il n'empêche que sur le temps long, il y a une vraie élévation du niveau général de formation qui font qu'en fait les jeunes ont du capital humain en plus par rapport aux autres, malgré leur manque d'expérience. Alors bon, ça pourrait paraître un raisonnement abstrait, mais ce n'est pas du tout un, parce que jusqu'à la fin des années 70, les salaires de première embauche augmentaient. C'est-à-dire que les entreprises valorisaient cet apport de compétences, ce renouvellement des compétences lié à une fréquentation récente d'un système scolaire qui gagne en performance. Depuis le milieu des années 80, les salaires de première embauche baissent. Donc ce à quoi on assiste, ce n'est pas une transformation de la qualité intrinsèque des jeunes, c'est une transformation de la façon de valoriser ou de ne pas valoriser ce qu'ils sont économiquement, ce qu'ils sont en mesure d'apporter à leur employeur, à la société, etc. Alors, je vais vous proposer du coup de réintervenir sur cette question dans votre deuxième intervention, qui suivra l'intervention de Simon, avec qui je vais avoir mon entretien, et de Maëlie Bonnet, où vous pouvez peut-être conclure sur votre propos et je vous prendrai le micro. Pour conclure rapidement, la question c'est du coup que ça produit quoi ? Ça produit quoi cette imbrication entre âge et autres critères de discrimination, et qu'est-ce que vient faire l'âge dans tout ça ? Mon hypothèse est assez simple. Mon hypothèse, elle consiste à dire que l'âge blanchit la discrimination. C'est-à-dire que pour celui qui discrimine comme pour celui qui est discriminé, il est toujours possible d'attribuer la décision discriminatoire à l'âge qui, lui, n'est pas un critère illégal. Et que l'effet d'amplificateur de l'âge, très largement, il peut s'expliquer par ça. C'est-à-dire qu'un jeune est beaucoup plus discriminable parce qu'il est jeune. Et c'est là où le langage ordinaire, la fonction du langage ordinaire qui consiste à dire jeune pour dire jeune issu de l'immigration, des quartiers populaires, etc., nous en dit beaucoup. C'est-à-dire, non, je ne pouvais pas le prendre, il était trop jeune. Mais le mot jeune, il ne veut pas dire juste il avait tel âge, il voulait dire beaucoup plus. Ce qui rejoint du coup l'intersectionnalité que Totalement. vous avez abordée au début de votre propos. Je vais vous prendre le micro. Merci beaucoup Monsieur Cortesero. Simon. Bonjour Simon. Bonjour. Est-ce que tout le monde entend ? Donc tu es ici avec nous aujourd'hui pour évoquer ton parcours. Peut-être peux-tu te présenter tout d'abord ? Oui, moi c'est Simon Villaret, j'ai 25 ans. Je sors d'un BTS assistant de gestion, donc il y a 3 ans je l'ai obtenu. D'accord. Et j'ai eu très rapidement un service civique. Puis pour la faire courte, il y a 3 mois j'ai été licencié d'un CDD de 9 mois, qui était déjà pas énorme. Et en fait au bout de 3 semaines ils m'ont remercié. Donc moi je remercie le directeur parce qu'il a quand même remis ciel et terre pour m'embaucher, ce qui était déjà une bonne chose pour lui parce que j'ai quand même un handicap qui fait que la manutention c'est quand même pas trop adapté à mon handicap. Il avait réussi à adapter un peu le poste. Je reprends juste parce que du coup tu évoques plein d'éléments, non c'est Oui. parfait, qui viennent juste après. Peut-être D'accord. remettre dans son contexte, donc tu sors de ton BTS PME-PMI, tu es en recherche d'emploi, tu trouves rien dans le secteur en tout cas de ton diplôme, Non. tu trouves cette entreprise de manutention et le patron en tout cas fait tout pour t'inclure au sein de son entreprise. Oui, Ouais, c'était la première fois qu'il a embauché une personne en situation de handicap. situation de handicap qui est due à une maladie musculaire, c'est ça non que tu nous avais qui confié. est de naissance, donc du coup je suis Oui. né avec, c'est une D'accord. maladie génétique, Ok, je cherchais le terme. très bien. Et voilà. Bon, après, c'était 3 semaines hyper enrichissantes au point de vue professionnel et expérimental. Après, il m'a décidé de me remercier au bout de 3 semaines pour des raisons que moi, à l'époque, je savais pas que c'était discriminatoire. Parce qu'il m'avait remercié pour des causes de productivité, enfin manque de productivité, j'étais trop lent au travail et que
il estimait que je coûtais plus que je lui rapportais. Que tu ne donc, rapportais. Donc le coût-bénéfice, et du coup, sur ces motifs, il a décidé de te licencier. Est-ce qu'il y avait aussi peut-être dans l'ambiance générale du travail une pression de la part des personnes qui travaillaient avec toi, ou la décision ne venait que de lui ? Non, il y avait tous ceux qui étaient cadres, c'est-à-dire que les encadrants me poussaient pour que j'aille plus vite. D'accord. Sans forcément me montrer d'ailleurs les méthodes. Et déjà ma maladie, j'avais un problème de motricité fine, donc tous les travaux vraiment de précision où il fallait aller vite en plus, et étaient source de malaise pour moi, parce que du coup ils me mettaient en difficulté. Bien sûr. Et pas du tout les employés, par contre tous les employés à qui j'ai posé des questions et tout ont répondu très gentiment, donc je me tournais plus vers les employés que vers les managers. Qui étaient censés t'encadrer et aménager ta tâche aussi dans le cadre de ce travail, puisque ton patron avait été également accompagné par les missions locales, et tu m'avais également dit Cap Emploi. Oui, exactement. Il avait remis vraiment ciel et terre, il avait fait appel à Cap Emploi, mission locale, et également, je sais plus, il y avait un organisme aussi pour le handicap. Notre structure d'accompagnement, du coup, pour te permettre de réaliser, en tout cas, dans la meilleure des façons, les tâches qui t'étaient incombées. Je vais revenir sur ce que tu as dit. Tu nous as dit que tu ne savais pas qu'il s'agissait d'une discrimination. Est-ce que déjà tu avais... du coup, comment tu l'as appris ? Quand et comment est-ce que tu as appris qu'il s'agissait d'une discrimination ? Environ un mois après le licenciement. Je suis allé à une mission locale et je suis tombé par hasard sur un flyer qui expliquait en fait toutes les discriminations, et qu'une personne en situation de handicap ne peut pas être licenciée même en période d'essai pour des raisons médicales. D'accord. Parce que c'est clairement pour des raisons de ma santé qui m'avait licencié. Et malheureusement, c'est vrai que j'aurais bien aimé être plus informé que ça, et y compris pour les défenseurs du droit, que je ne connaissais même pas leur existence. D'accord. Jusqu'à là, pour le coup, très récemment, de la première réunion, c'était la première fois que j'entendais parler des défenseurs du droit. Donc ça gagne à être connu. Pour peut-être dernière question, sauf si tu souhaites aborder d'autres points qu'on n'aurait pas dit, est-ce que tu vois des choses peut-être à rajouter par rapport à ce que tu viens de dire ? Non, là, ça me paraît... là, c'est plus ou moins... c'est le gros de la situation. Donc, on l'a dit, tu as été licencié pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Tu ne savais pas qu'il s'agissait d'une discrimination, donc tu n'as pas fait de recours. Non. Tu fais partie aussi de ces personnes qui ont été victimes de discrimination, mais qui n'ont pas fait de recours. Pas forcément parce qu'elles avaient peur, mais parce qu'elles ne le savaient pas. Donc, ça va aussi dans le sens d'une désinformation. Malgré le fait que, il me semble qu'on avait parlé que dans ton cursus BTS, PME, PMI, tu avais suivi des cours de droit, il y avait du travail. Gestion de droit, et gestion des risques au travail. Ouais. Et en fait, on parlait plus des accidents de travail, que vraiment des discriminations. D'accord. Et même dans les cours de service civique, c'est exactement le même reproche pour les collégiens qui en ont. Et en fait, on parle plus des droits citoyens que des droits au travail, et je trouve ça dommageable. Dommageable, oui, évidemment. Et justement, quant au dommage, je voulais venir sur la question de comment tu as vécu, toi, ce licenciement, et j'entends par là, si tu souhaites l'évoquer, bien sûr, l'impact que ça a eu sur toi et sur ton parcours professionnel. Au début, je l'ai vécu comme un licenciement classique, c'est-à-dire un peu vexé et déçu, parce que au bout de 2 ans, j'avais enfin décroché un emploi, même si c'était que de 9 mois. Moi, j'étais content, je l'avais enfin obtenu. Et en fait, il m'a licencié. Et là, j'ai eu la déception un peu qui m'est tombée dessus, un peu comme une pluie d'été. Au début, on pense pouvoir passer entre les gouttes, et puis finalement, on prend la radée. Donc, voilà. Mais voilà, donc du coup, après, moi, j'ai repointé à Pôle emploi. Ouais. J'ai toujours pas eu le droit au chômage, du coup, parce que j'ai pas assez travaillé. D'accord. Et donc, du coup, j'étais toujours inscrit à la mission locale, et donc c'est là où je suis tombé sur ce flyer. Et c'est là où tu as découvert la vérité derrière tout ça aussi. Exactement. Donc, merci en tout cas, Simon, pour ton témoignage qui a été rondement préparé, et ton intervention. Je crois que tu dois partir. Oui, malheureusement. Ouais, voilà, donc on t'excuse. Merci beaucoup pour ta participation. Merci à vous. Et puis, bonne continuation. Bon après-midi à tous, et merci. Merci, Simon.
Bonjour Maëlie Bonnet. Tu peux peut-être commencer par te présenter? Oui. Alors bonjour, moi je suis Maëlie Bonnet, je suis service civique à la mission locale de Toulouse à Ampalo. Je souhaite devenir conseiller en insertion socio-professionnelle. Et aujourd'hui, je suis là pour vous faire part d'un témoignage qui me concerne et un témoignage aussi dont j'ai été témoin de discrimination lors de mes missions. Très bien. Alors, justement, tu interviens au titre de victime et de témoin. Peux-tu peut-être nous raconter effectivement de quoi, toi, dans ta formation de conseillère en insertion professionnelle, tu as pu être victime dans cet ordre de discrimination ? Oui, alors lors de mon orientation professionnelle, on m'a toujours dit de me préparer à une question apparemment essentielle et auquel je n'échapperai pas, qui est n'êtes-vous pas trop jeune pour exercer ? Une question qui peut paraître banale, mais qui peut créer de réels blocages et qui peut amener à une démotivation, voire un abandon de l'ambition professionnelle. Les discriminations liées à l'âge sont susceptibles de concerner chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie et de remettre en cause l'accès aux droits dans de nombreux domaines, que ce soit l'emploi, le logement, la formation. C'est une discrimination tolérée parce qu'elle est fortement intériorisée et banalisée. Elle rentre d'ailleurs dans les mœurs car on me demande de me préparer à cette fameuse question. Aujourd'hui, je cherche toujours la bonne réponse et me prépare à cette question. Elle me fait dire aussi que l'âge justifie alors mes compétences et mon expérience. Donc faudrait-il peut-être que j'attende tranquillement sur mon canapé en attendant l'âge idéal pour l'employeur et pour être recrutée. Si en ayant le même titre professionnel qu'un aîné l'ayant eu la même année, en quoi mon âge serait-il un frein pour mon parcours professionnel ? Je pense qu'une mixité dans une équipe de travail est très bénéfique. Un jeune peut apporter un regard neuf et également a grandi dans la société dans laquelle on vit. Et je pense que ça peut être vraiment un élément fort dans une équipe comme une personne bien plus âgée. Ce que j'ai conclu de cette expérience, c'est qu'il est essentiel lors d'une recherche d'emploi et de formation de rester motivé et persévérant et de s'écouter soi avant les autres. Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Il y aura toujours du monde pour contredire vos idées, alors faites ce que vous estimez bon pour vous. Merci Maëlie. Donc là, tu fais référence à ce qu'on pourrait, encore une fois, qualifier de, on va dire, prérogative discriminatoire. Ton âge serait un frein, en tout cas, pour ton insertion professionnelle dans le milieu des conseillères en insertion professionnelle. Est-ce que les stéréotypes, les exigences discriminatoires dont tu viens de nous parler ont pu se matérialiser en discrimination pour des personnes ayant le même diplôme et le même âge que toi ? Alors oui, j'ai une amie, alors pas pour le même diplôme, mais lors d'un entretien d'embauche, cette amie avait les diplômes et l'expérience adaptés pour le poste de responsable de secteur pour une agence d'aide à domicile. Et elle n'a pas été retenue car elle a été jugée trop jeune. Elle a su par la suite que la deuxième candidate qui postulait pour ce poste, qui était légèrement plus âgée, a été retenue pour finalement quitter l'agence 2 semaines après la prise de poste pour manque de qualification. J'ai aussi un autre exemple. Lors d'une enquête métier, on m'a confié que pour l'obtention du titre professionnel de conseiller en insertion socio-professionnelle, la question de l'âge a été abordée afin de savoir si elle se sentait apte à travailler malgré son jeune âge, alors que comme tous les autres candidats, elle avait toute l'expérience requise pour accéder à ce titre. Merci Maëlie. Pour reprendre, donc on l'a dit, tu effectues une mission de service civique au sein de la mission locale d'Ampalo. Et là, tu parlais des stéréotypes, en tout cas, et des exigences discriminatoires qui te concernaient, mais tu es également témoin de nombreuses situations de discrimination à l'embauche. Et peux-tu nous expliquer les situations auxquelles tu as dû faire face dans ta mission d'accompagnement de ces jeunes ? Alors oui, j'ai surtout un exemple assez marquant. C'était lors d'un job dating auquel j'ai participé pour aider au bon déroulement de l'événement.
Donc des jeunes déscolarisés et sans emploi avaient l'opportunité de passer des entretiens d'embauche avec différentes enseignes. Et à la fin de leurs différents entretiens, ils avaient la possibilité de répondre à un questionnaire d'auto-évaluation dans le but de mettre le doigt sur différentes difficultés afin de pouvoir les coacher après les entretiens. Il y a une seule entreprise qui est une multinationale qui a demandé à des jeunes candidats de continuer leur entretien sous forme de questionnaire en ligne. En m'y penchant un peu plus près, dans ce questionnaire, après plusieurs étapes, on leur demandait noir sur blanc leur origine ethnique, leur religion et leur orientation sexuelle. Voilà, j'ai eu un peu la même réaction que vous et je suis allée... la première chose que j'ai faite, c'est demander aux jeunes de ne pas répondre à ces informations que je trouvais, moi, trop intimes parce que je n'avais pas conscience de si c'était interdit ou non. J'en ai ensuite parlé à ma supérieure pour qu'elle aille voir cette entreprise, pour voir si ce n'était pas même une erreur, tellement c'était gros. Et la réponse donnée par la grande enseigne, c'était de nous dire que c'est de la discrimination positive dans le but de prévoir une plus grande mixité dans leur équipe. Voilà. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, c'est pensez-vous qu'on ait le droit déjà de vous demander ce genre de renseignements et comment auriez-vous réagi si c'est à vous qu'on vous posait ce genre de questions ou même à un de vos proches? Voilà, j'ai fini. Alors, dernière question, et je pense que nombreuses seront les personnes qui souhaiteront répondre à celle que tu viens de poser. Pour reprendre encore une fois, donc ta mission de service civique se déroule au sein de la mission locale d'Ampalo, qui est un quartier prioritaire de la ville. Et Roby l'évoquait très bien dans son témoignage, nombreuses sont les jeunes qui sont victimes, en tout cas, qui sont stigmatisés dans ces quartiers prioritaires. As-tu d'autres exemples de discrimination ou de comportements discriminatoires dont tu as été témoin et qui vont dans le sens du témoignage de Roby également? Oui, j'en ai d'autres que je ne pourrais pas bien décrire comme les autres, notamment l'adresse postale, qui est une grande source de préjugés pour les employeurs. Donc les jeunes des quartiers prioritaires de la ville vont être moins recontactés par les employeurs. Le nom de famille est encore discriminé dans le même cas de figure que l'adresse postale. Et j'ai eu également un cas d'une jeune fille enceinte de quelques mois qui a eu énormément de mal à trouver un travail dû à sa grossesse. Et je me suis posé cette question de savoir comment fait-on si on veut subvenir à nos besoins et à ceux de notre futur enfant, si on ne veut pas nous embaucher en étant enceinte. Merci beaucoup Maëlie pour ce témoignage qui a été riche. Je vais t'inviter à passer le micro à Monsieur Cortesero. Applaudissements, bravo. Bravo Maëlie. Monsieur Cortesero, à la lumière des témoignages que nous venons d'écouter, et on peut très facilement d'ailleurs percevoir l'impact des discriminations. De votre expérience de sociologue, pourriez-vous revenir peut-être sur la façon dont les jeunes font face aux discriminations et nous éclairer sur les stratégies développées pour contourner ces discriminations dans l'emploi? Tout à fait. Alors, effectivement, dans la littérature, dans les travaux qu'on peut faire, dans les expériences de terrain qu'on peut avoir en tant que sociologue, on est confronté à un certain nombre de façons différentes de réagir et de vivre l'expérience des discriminations. La première d'entre elles, j'ai envie de dire que c'est celle qui, en quelque sorte, constitue l'arrière-fond commun de tout rapport aux discriminations. Cet arrière-fond commun, c'est le déni, la dénégation. C'est une expérience assez déstabilisante quand on est jeune chercheur et qu'on est pour la première fois devant un jeune racisé dans un quartier, etc., qui vous explique que non, les discriminations, il ne voit pas, il n'en a jamais vu, il n'a jamais été témoin, etc. Et qu'une demi-heure après, vous recevez son copain qui vous explique que les discriminations sont partout. Voilà. Donc il y a cette tendance à éluder, voire à ne pas voir. Tendance à ne pas voir, qui s'explique en fait par deux facteurs assez distincts.
Le premier, c'est un facteur psychologique que les psychologues appellent la croyance dans le monde juste. Alors, la croyance dans le monde juste, c'est quoi? Ça fait référence à un besoin fondamental de prévisibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interagir. On ne peut pas interagir si on ne peut pas anticiper un minimum la façon dont le partenaire d'interaction va répondre. Or, une de ces grilles de lecture fondamentales dans nos interactions quotidiennes, c'est l'équité. Tout bêtement, si je fais des efforts, mon mérite sera récompensé. Or, cette croyance dans le monde juste, c'est pas un gadget ou une sorte de couche surajoutée, non, c'est totalement fondateur, parce que ce besoin de prévisibilité, enfin certains psys, on a des théories en psychanalytique qui nous expliquent que ça relève du stade oral, c'est-à-dire ce temps absolument fondateur, ce temps où se crée le socle le plus fondamental de la personnalité, qui fait que vous allez pouvoir interagir avec le monde parce que vous ne serez pas effrayé. Et cette expérience fondatrice, c'est celle du sein nourricier, c'est-à-dire le nourrisson prend conscience à un moment donné qu'il y a un lien de cause à effet entre le fait qu'il pleure et que le sein revienne. Voilà. Donc c'est ça que ça peut affecter. Et renoncer à sa croyance dans le monde juste est quelque part quelque chose de totalement déstructurant. Et il y a un biais cognitif, en fait, comme ça, qui est tout à fait facile à comprendre, qui est que je ne peux pas penser que si ça ne marche pas, c'est parce que je suis discriminé. Parce que si je le pense, alors, le monde s'effondre, en fait. Le monde s'effondre. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est l'opacité des pratiques de discrimination. Tout simplement parce que les discriminations, c'est interdit. Ce qui fait que personne ne s'en vante. On n'a jamais vu un employeur répondre à une lettre de candidature disant « Monsieur, madame, votre CV est excellent, vous correspondez en tout point à nos attentes de poste. Malheureusement, au regard de votre patronyme et de votre origine immigrée, nous sommes dans l'impossibilité de donner suite à votre demande. » Ça n'existe pas. Ce qui fait que quand vous êtes discriminé, on ne vous le dit pas. Donc il y a une opacité fondamentale qui fait que vous pouvez toujours être en doute. Voilà. Le doute est toujours maintenu. Enfin, le doute est toujours possible. Il est très rare pour quelqu'un qui est discriminé d'être confronté à une discrimination totalement explicite. C'est quand même une expérience relativement rare. Et les cas de l'expérience de l'entretien d'embauche qui était décrit tout à l'heure, je me disais en même temps, souvent, c'est des critères indirects, très souvent, qui sont énoncés, des critères d'apparence, des critères d'accent, des critères de coiffure, qui sont pas... c'est pas, non, votre peau est noire, je suis désolé. C'est pas ça. Voilà, c'est toujours plus subtil. Du pouvoir d'agir donc sur les jeunes, il me semblait qu'on avait parlé de différentes façons de contourner ces discriminations, la sortie du salariat, l'entrepreneuriat. Ces questions-là, peut-être que vous pouvez développer dessus. Oui, bien sûr. Donc voilà, en fait, comment réagir, enfin, quelles sont les réactions qui existent? La première, c'est l'effondrement. Alors, c'est pas la plus fréquente, mais elle se comprend totalement au regard de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, si c'est la croyance fondamentale sur la prévisibilité du monde qui est en jeu, si je la perds, voilà. Et voilà, c'est le cas de jeunes qui sortent plus de leur chambre, qui renoncent à tout, qui sont dans une apathie totale, etc., etc. Une autre série de stratégies d'adaptation, en fait, c'est des stratégies de repli. Stratégie de repli, c'est-à-dire essayer de s'en tenir à des espaces protecteurs pour être le moins possible confronté à tout ça. Alors, dans le cas des discriminations avec une base urbaine, celle qui concerne les QPV, il peut y avoir le repli dans le groupe de pairs et dans la culture juvénile. La culture juvénile qui est d'autant plus protectrice que c'est une culture des pairs, donc entre pairs, on ne se juge pas, ou même si on se juge, ça ne veut pas dire la même chose en fait. Voilà. Même si on se traite d'arabe entre arabes, ça ne veut pas dire la même chose. C'est pour ça que dans le stand-up, d'ailleurs, on passe, voilà, l'ethnic joke, ça sert. Bon. Et ensuite, parce que la culture juvénile souvent prend en charge la question des discriminations en la retournant. Il y a un retournement du stigmate, il y a souvent un jeu, justement, dans l'ethnic joke et dans toutes sortes d'attitudes qui consistent à surjouer le stigmate pour en quelque sorte s'en défaire. Ça devient une chose, ça devient un objet de jeu. Il y a ça, il y a la religion. Et alors bon, évidemment,
aujourd'hui, parler de formes de religiosité non catholique a tendance à susciter plutôt des paniques morales. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la religion vous donne un support de dignité extramondain. C'est-à-dire, ce qui fait de moi quelqu'un qui a une valeur, qui est digne, etc., n'est pas à leur portée. C'est extramondain, c'est divin. Voilà. Et quand on s'intéresse à la religiosité, à certaines formes de religiosité ordinaire, chez des jeunes musulmans, par exemple, c'est quelque chose qui ressort énormément. C'est-à-dire, ça me supporte. Ça supporte ce que je suis. Voilà. Alors, de façon plus proactive, on va aussi être confronté à diverses stratégies de recherche d'alternatives au salariat. Parce qu'évidemment, c'est dans le marché du travail salarié qu'on est confronté aux discriminations en priorité. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y en a pas. Enfin, dans les autres mondes du travail, il n'y en a pas. Une des modalités, ça peut être le monde associatif, interne à la communauté des discriminés. On peut penser à certaines trajectoires d'animateurs socioculturels avec des diplômes d'ingénieurs. Voilà, on peut penser à des phénomènes comme ça. Ou sans parler d'animation socioculturelle. Je parlais d'exemples concrets rencontrés en cours d'enquête, de jeunes diplômés en informatique qui, plutôt que le grand monde très dur du grand marché du travail, avaient privilégié une association de réparation d'ordinateurs du quartier. Voilà. Bon. Et ensuite, il y a l'entrepreneuriat, effectivement. Il y a l'entrepreneuriat qui, très souvent, dans les témoignages qu'on recueille, fait suite à un certain nombre de déconvenus expérimentés sur le marché du travail lui-même, à la fois en termes de difficulté d'accès pour toutes ces raisons-là et aussi de dureté des conditions de travail, et qui oriente donc vers cette stratégie de sortie du salariat. Et je pense que ce ne serait pas aller trop vite en besogne que de dire que les Uber et Deliveroo en réalité capitalisent là-dessus, quoi, assez largement. Mais il y aurait vraiment une enquête à mener sur les trajectoires. Bon. Et les deux dernières, ça va être le volontarisme, effectivement. Voire la surenchère volontariste, qui consiste alors, qui est intrinsèquement injuste, si on veut, parce qu'elle consiste à se dire, puisqu'à effort et compétences égales, j'ai moins, je vais devenir meilleur et plus compétent. Voilà, c'est ça, la logique c'est pour ça qu'on peut parler de surenchère volontariste. Et enfin, le militantisme. Le militantisme, je termine juste là-dessus. Je vous laisse terminer là-dessus. D'accord. Le militantisme qui a ceci de relativement, j'ai envie de dire intéressant, mais en tout cas pertinent en termes de résilience, qu'il ne vous marginalise pas, il ne vous inscrit pas dans une fuite en avant où vous pourriez vous abîmer, parce que je veux dire, la surenchère volontariste, elle est dangereuse. Elle peut mener au burn-out et elle peut faire reculer à la case de l'effondrement assez facilement. Donc en fait, elle ne vous pose pas sur les épaules une pression impossible. Et surtout, elle vous raccroche complètement à la société. C'est-à-dire que le militantisme, c'est exiger les droits promis par la République. C'est toujours assez singulier de se dire que souvent, c'est ces groupes-là qui sont soupçonnés de communautarisme, alors qu'en fait, il n'y a pas de manifestation plus forte d'attachement aux règles de justice énoncées par notre société que d'entrer dans ce type de logique. Et ça permet notamment, ça permet de faire tout un tas de choses qu'on connaît bien. En fait, ça permet de socialiser l'épreuve, c'est-à-dire de sortir du sentiment d'être mis à l'épreuve individuellement et d'inscrire cette épreuve personnelle dans un cadre social et politique plus large, qui permet aussi de l'alléger et de transformer la passion triste, si on veut, en une énergie collective. Voilà. Il y aurait, à partir de là, mais je pense qu'il faut quand même essayer d'être bref, beaucoup à dire sur ce qui est aujourd'hui, je pense, le problème majeur, c'est le caractère extrêmement défavorable
du contexte socio-institutionnel au développement de projets de pouvoir d'agir des jeunes articulés à la question des discriminations. Et on a énormément d'exemples de projets qui ont été extrêmement malmenés par les institutions pour cette raison-là. Voilà. Peut-être pourrons-nous revenir sur la question institutionnelle pendant le temps du coup d'échange qui suivra ce tour de table. Je vais vous reprendre le micro pour le tendre. Merci Monsieur Cortesero. À Madame Carrel. Donc, Monsieur Cortesero vient de nous parler du pouvoir d'agir des jeunes, mais ce pouvoir d'agir peut aussi se matérialiser au sein de structures comme la mission locale de Haute-Garonne, qui met en œuvre, élabore un programme de lutte contre les discriminations. Avant de vous poser quelques questions, je propose de visionner donc la vidéo qui a été réalisée par des jeunes de la mission locale de Haute-Garonne, Antenne Blagnac, qui a maintenant 2 ans et qui souhaitait sensibiliser sur les questions de droit à la non-discrimination. Merci. Madame Carrel, je me retourne vers vous pour entrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous décrire, nous expliquer concrètement ce que vous faites en matière de lutte contre les discriminations ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, ça fait maintenant plusieurs années que la mission locale Haute-Garonne a décidé de s'investir sur cette thématique. Et on a construit un dispositif qui s'appuie sur plusieurs leviers, dont on a beaucoup parlé sur la première partie de cette table ronde. Donc, la sensibilisation des professionnels, Monsieur Cortesero en a parlé, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'était un premier levier. La création d'outils, parce qu'on en a aussi beaucoup parlé, on ne peut pas lutter contre les discriminations sans avoir besoin d'outils. Le pouvoir d'agir des jeunes, évidemment, ils sont bien sûr au centre de nos actions. Et puis le partenariat, on en parlera peut-être plutôt en deuxième partie, en particulier avec les entreprises. Donc ça, c'était vraiment notre présupposé de départ et les leviers sur lesquels nous souhaitions agir. Et avant de démarrer, on s'est dit, mais certainement qu'il y a plein d'autres personnes qui ont travaillé sur ce sujet avant nous. Donc faisons un petit peu le tour de ce qui a été fait pour pouvoir s'y appuyer. Il se trouve qu'on a eu la chance de pouvoir travailler en lien avec une autre association régionale des missions locales en PACA qui avait déjà développé des outils, mais je vous en parlerai un petit peu après. L'idée aussi, c'était vraiment de s'appuyer sur le développement du pouvoir d'agir des jeunes. Ça, c'est extrêmement important et ça me fait toujours un petit peu de chair de poule quand je revois cette vidéo parce que je pense qu'il y a plein d'autres choses qui ont été créées par les jeunes, mais cette vidéo-là, elle est vraiment extrêmement explicite sur qu'est-ce que je peux faire. Et la première chose que je peux faire, c'est d'abord de le dire, d'être filmé, que ça soit projeté devant Madame la Défenseure, devant tout le monde. Je pense que c'est extrêmement important
pour ces jeunes. Donc notre sujet, et on l'a dit, hein, vous l'avez dit Madame la défenseure, 4 jeunes sur 10 ne disent rien. Voilà. Vous avez parlé du multiséquentiel, pardon, c'est un mot intersectionnel qui est un peu en ce moment compliqué, mais c'est vrai, je veux dire, les jeunes qui sont accueillis à la mission locale Haute-Garonne, ils sont jeunes, ils habitent parfois dans des lieux reculés. Alors on parle des quartiers politiques de la ville, mais on pourrait parler du rural. Aujourd'hui, hein, c'est une thématique qui est en train de monter un petit peu plus. Hein, oui. C'est un vrai sujet. Ils sont effectivement peu diplômés. Et effectivement, comme vous l'avez dit dans le baromètre, ils vont certainement occuper des emplois précaires. Donc ils ont vraiment un cumul déjà de tous ces freins lorsqu'ils poussent la porte de la mission locale pour la première fois. Donc nous, notre sujet, c'est de se dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, comment on peut le dire, l'écouter, et puis en plus en faire quelque chose ensuite. Et c'est vraiment sur ça qu'on a essayé de travailler. Donc on a commencé, je vous le disais tout d'abord, à travailler avec nos professionnels. Il y en a beaucoup dans la salle, vraiment je les en remercie, qui sont là depuis le début. Ils, celles, d'abord se sont formés. Ça, c'était la première chose. Pouvoir bénéficier d'actions de formation. Donc, on a travaillé avec un de vos collègues, Olivier Noël, qui connaît beaucoup ces questions. Et l'idée, c'était vraiment de travailler sur, vous en avez parlé, les stéréotypes, hein, les propres, les nôtres, vraiment essayer de nommer les choses. Et puis, essayer d'en faire quelque chose, et en particulier de créer des outils. Donc, je vous le disais, ensuite, on a travaillé donc, avec nos collègues de PACA qui sont très en avance sur ces sujets avec nous, qui ont pu bénéficier d'un fonds d'expérimentation sur la jeunesse qui les a beaucoup aidés à développer des ateliers. Et donc, ce projet, c'était vraiment, encore une fois, à la fois d'être sur la lutte contre les discriminations et le pouvoir d'agir des jeunes. On est vraiment sur ces deux jambes-là. Puis les entreprises, on en parlera ensuite. Donc l'idée, c'était vraiment de former les professionnels, les directions, et puis de co-animer des ateliers à destination des jeunes et des ateliers à destination des entreprises. Donc nos collègues de PACA sont venus ici nous former, et on a eu donc 8 conseillers et 2 jeunes en service civique qui ont été formés sur ces outils et cette sensibilisation. Voilà, donc ça, c'était notre première étape, un petit peu le préalable, qu'on n'aurait pas pu faire sans nos collègues, hein, puisqu'il n'y a pas de financement spécifique pour aller sur ce sujet-là, mais qui, effectivement, ce fait, nous a beaucoup aidé. Donc ensuite, on est passé à la pratique. Hein. On avait ces ateliers, c'était un peu compliqué. Au début, les collègues, elles sont parties à 2, puis après, elles se sont lancées. Donc 20 ateliers qui ont été menés en 2020 et 30 en 2021. Vraiment, moi, je tiens à le souligner, 2020, hein, on connaît la période de pandémie qu'on a vécue. On a quand même décidé de ne pas mettre ce sujet sous la table et de l'expérimenter. On en a même fait en visio. Bon, enfin, on s'est cherché, mais l'idée, c'était vraiment qu'on puisse y aller et puis qu'on puisse mettre en application les choses. L'idée aussi, c'était que derrière, ça puisse produire quelque chose. Cette vidéo en fait partie. On a des jeunes qui ont fait des pièces de théâtre, on a des jeunes qui ont créé un logo, on a des jeunes qui ont fait des chansons. Voilà. L'idée, c'était qu'on puisse vraiment mobiliser tous les supports possibles pour que ces jeunes puissent vraiment être dans de la capacité d'agir, d'en faire quelque chose et le dire. Voilà, donc même pour aujourd'hui, hein, pour la présentation de cette table ronde, on a réuni un groupe de jeunes pour travailler avec eux ce qu'ils avaient envie de dire et comment le dire, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut livrer, ça touche, on l'a vu, hein, l'intime, oui. Voilà, ça touche plein de choses et on a besoin d'être préparé là-dessus. Voilà, donc ensuite, on est vraiment dans cette idée... former les personnels, faire, et puis après dérouler avec des jeunes pour voir ce qu'ils souhaitent faire. Ça a été le cas aussi des jeunes qu'on a eus en service civique qui eux-mêmes sont sentis discriminés et qui donc ont pris ce sujet à cœur pour pouvoir travailler avec des jeunes. Vraiment la question de la capacité d'agir. Effectivement, et ça traduit aussi ce que renseigne le baromètre, c'est que les jeunes ont plus conscience, en tout cas c'était 1 sur 3, contrairement à 1 sur 5 pour la plupart de la population, en tout cas des discriminations dont ils peuvent être victimes ou témoins. Ma deuxième question, Madame Carrel, ce sera en tout cas de savoir qu'est-ce qui a été déterminant et nécessaire pour que cette action se développe et naisse aussi, se développe. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait en interne, en externe ? Alors, la première chose qui est extrêmement importante, c'est la volonté de la gouvernance. Notre présidente n'a pas pu venir aujourd'hui, elle s'en excuse, mais elle était très sensible sur ce sujet, elle souhaitait qu'on le travaille.
Donc on en a parlé toutes les deux, et puis on a dit, ok, on va y travailler. Donc déjà, une volonté politique, si je puis dire au sens noble, de gouvernance forte et affichée. C'est un sujet difficile, pour lequel on n'a pas de ligne budgétaire, mais sur lequel il nous semble qu'on doit travailler, parce que les jeunes nous le disent et que ce sont des choses qui sont vécues. La deuxième chose, une fois qu'on a pris cette décision, c'est qu'on puisse le travailler, nous, au niveau de notre gouvernance. Donc, on a à la mission locale Haute-Garonne une responsable qui est dans la salle, Zaya Boukari, qui a pris en charge cette thématique. Donc, ça veut dire qu'elle a animé cette thématique avec les conseillers qui ont été formés. Et l'idée, c'était qu'on ne fasse pas de la lutte contre les discriminations quand on y pense, mais bien de l'intégrer de façon importante, comme la parole des jeunes d'ailleurs, évidemment, de l'intégrer de façon importante dans notre façon de travailler. Alors ça, c'est pas quelque chose non plus qui se fait comme ça tout de suite. C'est Zaya qui me dit, Nadège, il faut le mettre à l'ordre du jour de notre équipe de direction. C'est oui, on va en parler. C'est mais il faut arbitrer entre quelque chose de plus important à faire et animer mon atelier. Donc voilà, c'est des choses qui sont au quotidien et donc c'est extrêmement important qu'on en soit, j'allais dire, convaincu si on veut que les choses se fassent. Et puis ça ne peut pas se faire si les conseillers, les conseillères qui sont là ne sont pas volontaires et ont envie d'y aller. Voilà. Parce que, on l'a beaucoup dit cet après-midi, ça repose sur tellement de choses qui sont personnelles et individuelles qu'une structure ne peut pas dire allez, vous allez faire la lutte contre les discriminations, allez-y et dites-moi si ça marche. Voilà. Il faut que ça soit vraiment quelque chose qui soit en continu, avec une animation, avec un pilotage, mais aussi des salariés qui ont envie d'y aller. Et nous, on a eu la chance de les avoir. C'était ça. Donc c'est cette volonté politique, en tout cas, dont vous nous avez fait part, et puis vraiment le souhait de transmettre et de tenir cette thématique sur le long terme. Justement, en termes de résultats, pouvez-vous nous parler des résultats des actions menées par la mission locale Haute-Garonne? Et j'entends ce qu'on disait, le renforcement du pouvoir d'agir, mais aussi l'impact que cette démarche a ou peut avoir vis-à-vis des entreprises partenaires. Oui, alors donc tout à l'heure, je vous parlais de ce soutien qu'on a eu par nos collègues de PACA sur un fonds expérimentation jeunesse qui était sur vraiment deux jambes, le travail avec le public, mais le travail avec les entreprises, parce que travailler seul, c'est compliqué. Donc on a la chance en Haute-Garonne d'avoir des réseaux qui sont quand même sensibilisés sur cette question des entreprises. Et ce qu'on a souhaité faire, nous, avec des entreprises partenaires, avec qui on travaille depuis longtemps, parce que ce n'est pas un sujet qu'on peut travailler avec des entreprises qu'on connaît à peine. Encore une fois, il faut vraiment qu'il y ait un lien de confiance qui soit fait. On a pu travailler sur une formation-action avec ces entreprises. Donc ces entreprises, on les a réunies. Nos collègues de PACA sont venus intervenir. Et on a eu 11 entreprises qui ont été présentes pour travailler sur des outils de discrimination et surtout la question de l'objectivation du recrutement. Ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir travailler sur ces critères. Derrière nous, ces 11 entreprises, alors ça c'était... là aussi, la crise sanitaire était déjà là. Ces 11 entreprises, derrière, on va le retravailler avec eux. C'est-à-dire, ça va nous permettre de continuer à travailler sur la question de l'objectivation des critères de recrutement et puis de continuer à se rapprocher et de s'en parler. Oui, là, peut-être qu'effectivement, tu as raison. J'ai peut-être été discriminant et j'ai pu le discuter. Alors vous allez me dire 11 entreprises sur le nombre d'entreprises de la Haute-Garonne, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ces entreprises aussi, elles puissent être leaders avec d'autres entreprises pour pouvoir vraiment continuer à avancer sur ce travail. Notre ambition, c'est bien sûr de le reproduire. Là encore, c'est pareil, on fera en fonction du financement qu'on aura dans le cadre du FEJ, parce que vous comprenez bien qu'on n'est pas capable, nous, de faire ça tout seul. C'est pas notre cœur de métier, la lutte contre les discriminations. Mais c'est ce que me disaient les collègues, c'est que vraiment ça a du sens parce qu'on boucle la boucle. À un moment donné, on a vraiment travaillé sur l'expression de la discrimination, on a travaillé sur ma capacité en tant que jeune d'agir, et ma capacité d'agir, c'est de pousser aussi la porte de quelqu'un qui va me recevoir sans mettre en œuvre cette question de la discrimination. Voilà. Donc c'est à notre petite échelle un exemple de ce qu'on a pu travailler. C'est déjà beaucoup. Merci beaucoup Madame Carrel pour ce témoignage.
Et je vais maintenant clôturer ce tour de table avec Monsieur Stanislas Sigon. Bonjour, vous intervenez Bonjour tout le monde. aujourd'hui au titre de responsable des ressources humaines au sein de l'entreprise de transport Jiménez. Et vous venez témoigner des formes d'inclusion et de non-discrimination dans la direction et la gestion de l'entreprise dont vous faites partie. Donc peut-être tout d'abord, quelle est l'histoire de l'entreprise et à quel management elle vous a conduit en interne pour une politique plus égalitaire ? Alors déjà pour commencer, remettre dans l'ordre, c'est un honneur d'être là pour l'entreprise. Voilà pour la petite parenthèse. Donc on est très honoré de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Alors Jiménez, rapidement, c'est une entreprise de transport routier qui est située à Eurocentre, zone industrielle à 20 km à peu près au nord de Toulouse, qui regroupe beaucoup d'agents du transport routier dont on fait partie, Transport Jiménez. Et l'histoire a commencé il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Monsieur et Madame Jiménez, donc un couple, ont lancé l'entreprise. Par définition, donc ils étaient deux. Et petit à petit, ont pu faire évoluer l'entreprise, la faire progresser, grandir pour arriver à un peu plus de 500 aujourd'hui. Alors déjà, le message fort, c'est que le transport routier est un métier où il y avait traditionnellement beaucoup d'hommes. Et Madame Jiménez devait forcément se faire une place dans ce milieu et a dû donc elle-même combattre tous les préjugés. Donc ça c'est important de le préciser, ça donne le contexte. Et ce qui est important de préciser aussi par rapport au management, c'est que la question des discriminations, au sens où nous on la vit et on la combat, c'est que ça part tout d'abord, et on l'a dit plusieurs fois, d'une volonté des dirigeants. S'il n'y a pas de volonté de la hiérarchie, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionnera pas. Alors il peut y avoir des initiatives individuelles, mais on sait tous très bien que s'il n'y a pas d'appui de la hiérarchie, ça ne sert à rien. Donc, fort de son expérience et de son vécu, elle a commencé à en parler et à agir par de petites actions. Donc, comme elle était elle-même conductrice, un jour, elle a rencontré quelqu'un qui ne travaillait pas, qui était éloigné du marché de l'emploi. Il y a eu un échange qui a duré 5 minutes. Ça a été relativement fluide. La personne savait présenter son parcours, sentait qu'il y avait une motivation. Donc, elle a été embauchée, on lui a financé son permis. Voilà, donc échange de 10 minutes. Alors, dans le milieu, on appellerait ça... sur le tableau de bord du camion, voilà, on rentre dans le camion, on discute spontanément, terminé, la transaction est faite, on embauche une personne. Sauf que, au bout d'un moment, l'entreprise grandit et faire des petites actions c'est bien, mais après ça a ses limites, parce qu'on n'est qu'une personne. Et donc c'est important de commencer dans une entreprise comme ça à s'entourer de personnes qui partagent les mêmes convictions, pour, si j'ose dire, institutionnaliser tout ça. D'où notamment ma venue, entre autres. Donc de mettre en place un système managérial d'accompagnement, Mission Locale en parlait aussi, pour pouvoir donner des billes à l'ensemble des personnes. Et là je vais rebondir sur les propos de Monsieur Cortesero, donc sociologue. Il faut savoir qu'une entreprise, c'est un monde, un univers qui a ses codes, ses valeurs, ses normes, ce qu'on pourrait appeler ça un habitus dans le jargon. Donc un ensemble de coutumes que va avoir l'entreprise, bonnes et mauvaises. On a l'exemple avec le fameux questionnaire qui est un mauvais habitus, évidemment. L'avantage de tout ça, c'est que comme c'est l'humain qui se l'a inventé, on peut le casser. Avec notamment des gens comme moi, avec Madame Jiménez, qui ont justement mis en place un système où dès qu'il y avait une situation, dès qu'il y avait un contexte de discrimination, et notamment moi, c'est mon quotidien, de venir dans le service concerné pour en rediscuter, faire une relecture et régler le problème. Je citerai juste un exemple qui est récent. C'était le cas d'une personne qui venait d'intégrer l'entreprise et qui habitait dans un quartier défavorisé. Donc c'était des petits commentaires, la notion de un peu tous les jours, comme on a vu précédemment. Et là, on a retravaillé là-dessus. Qu'est-ce que tu ressens quand on te dit ça?
Qu'est-ce que toi, manager, tu ressens quand tu dis ça? Alors, c'est une technique aussi de travailler beaucoup sur les ressentis, ça permet d'aller au plus profond de soi-même, pour la parenthèse. Mais ça, mis bout à bout, ça permet de casser ce fameux mauvais habitus d'entreprise et d'arriver, alors c'est long, hein, je me suis mis sur mon papier, c'est au moins 2-3 ans et voire plus si l'entreprise est grande. J'imagine que sur les multinationales, c'est pas une décennie, mais 4 ou 5 ans peut-être. Donc ça se fait petit à petit, mais ça marche. Tout en se rappelant qu'il faut qu'il y ait une volonté de la hiérarchie, puis après des personnes pour mettre en œuvre quand même au quotidien, ça c'est clair. Alors, on a évoqué donc les valeurs en tout cas de la PDG, Madame Jiménez, de l'entreprise, qui ont été transmises. Ça donne lieu en tout cas à une volonté aussi d'adhérer en interne, mais il y a une diffusion externe et une volonté de travailler en réseau. Alors, c'est du coup la démarche partenariale. Comment développez-vous ces partenariats? Et on ne l'a pas forcément évoqué, mais vous recrutez dans les quartiers prioritaires de la ville. Comment vous y prenez-vous pour recruter dans ces quartiers? Alors c'est effectivement le deuxième mot-clé. Le premier mot-clé, c'est volonté hiérarchique et forcément le fait d'avoir des personnes en interne pour transmettre ces actions-là. Le deuxième mot-clé important, c'est le réseau. Ça, alors je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais toute action pour lutter contre les discriminations se voit irrémédiablement limitée s'il n'y a pas de notion de réseau. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise a ses propres limites, à savoir qu'elle travaille, elle agit pour vendre des produits, des services, prospérer, très bien, sauf que ça reste qu'une entreprise à un instant T dans un lieu donné. Le fait de se mettre en réseau, ça permet d'avoir des mêmes actions, mais qui vont être multipliées par 5, 10, 20, ce que vous voulez, parce qu'on est plusieurs à avoir les mêmes pensées. Et ça, c'est un message que je veux envoyer à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, c'est que le fait de se mettre en réseau, ça permet de se rassurer, de dire qu'on n'est pas seul, c'est déjà pas mal, et puis d'avancer plus vite et d'avoir une émulation collective. Parce que là aussi, on sait tous très bien, on a notre quotidien, à 8h je fais ceci, à midi je fais cela, et à 18h je termine par ça. Sauf que le fait d'être en réseau, ça permet de rebondir quand on a des difficultés ou des fameux coups de mou. Donc nous, on s'est mis en réseau aussi, parce que, encore une fois, faire chez soi c'est bien, mais avec les autres c'est mieux. Alors on s'est mis en réseau de plusieurs manières. Mission locale, MEDEF, via aussi Face Grand Toulouse, Toulouse Métropole Emploi. Alors, c'est des exemples de partenariats que l'on a. Alors, ça ne veut pas dire qu'on y est à plein temps, hein, on se rassure, notre priorité c'est de faire développer notre entreprise, il n'y a pas de souci. Mais pour autant, ça permet, par des actions trimestrielles, semestrielles, c'est pas un problème, de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Donc ces partenariats-là font qu'on peut avoir des entrées facilitées pour œuvrer, et notamment dans les quartiers prioritaires, parce que ces réseaux-là ont souvent tout simplement plus de carnets d'adresses, de facilité pour échanger avec différents partenariats. Donc je citerai juste, puisqu'on en avait parlé la dernière fois, l'exemple du MEDEF dernièrement. On a pu faire des salons de recrutement, donc à Ampalo et Bagatelle, j'espère. Oui, c'est ça. Voilà, on est bon, ne pas me tromper. Donc pour nous, il y a une certaine facilité parce que c'est clé en main. Le MEDEF, en l'occurrence, va s'occuper de faire les démarches. Mais nous, ça permet de gagner du temps si on est en entreprise, évidemment. Donc c'est énormément via le fait de se mettre en réseau. Je rajouterai juste une petite chose. Allez-y. Par rapport à ce réseau. Le réseau, c'est avec de l'humain. Donc j'ai cité des exemples. Le réseau, c'est aussi via des engagements. Notamment, si vous connaissez la charte de la diversité, alors ça n'engage pas trop, c'est un engagement moral. Donc, il n'y a pas de conséquences juridiques majeures, mais ça permet symboliquement de dire pour l'entreprise et les salariés, moi je veux rayonner
de cette lutte contre les discriminations. C'est ce rayonnement donc que vous permet, enfin la démarche partenariale en tout cas permet ce rayonnement en interne et en externe. Tout à fait. Et ça je pense que nous l'avons bien compris. On avait une dernière question mais le temps va nous manquer. Simplement juste préciser que vous vous appuyez sur, donc dans votre démarche professionnelle d'inclusion, sur les savoir-être, donc sensibilisation des personnes travaillant au sein de l'entreprise Jiménez sur les savoir-être. Peut-être que certaines personnes dans l'assistance auront des questions à vous poser durant le tour des questions qui va suivre. En tout cas, merci Monsieur Higon pour ce témoignage. Savoir-être qui sont les premiers freins à l'embauche parce que synonyme de discrimination pour la parenthèse. Exactement. Merci Monsieur Higon.